Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dernière livraison de cette édition de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision pour la semaine en cours. Justement, vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au décryptage des titres parus au sein des tabloïds durant 24 heures. Je vous invite à vous installer donc confortablement et à parcourir en notre compagnie les unes qui constitueront l'ossature de cette dernière livraison de la revue des Grandes Unes et ouvrons le bal en parlant de cette crise anglophone avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui titre sur l'hypocrisie des indignations avec un point d'exclamation. Il faut savoir que depuis quelques temps, sur le théâtre de la crise anglophone, les tueries les plus barbares se succèdent, nous dit le journal, avec particulièrement les enfants et la communauté éducative. À chaque fois, c'est la même clameur et la même ferveur dans la dénonciation. Les Camerounais se lèvent d'une même voix et font preuve de révolte générale. Mais après, plus rien, silence de mort, justement. Les Camerounais vaquent normalement à leurs occupations en oubliant le torrent de sang qui ne cesse de se déverser dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un homme donne son point de vue. Il s'agit du père Ludovic Lado, le père jésuite, qui, en rappel, avait tenté de rallier la capitale politique Yaoundé en vue de dénoncer les atrocités qui avaient cours dans les deux régions anglophones. Le journal vous propose de faire la revue des différentes horreurs qui se sont déroulées dans ces parties du pays. Nous parlerons toujours de cette question, anglophone avec le journal La Nouvelle Expression qui nous dit que les sécessionnistes se déchirent. Il faut savoir que certaines factions qui mènent cette sale guerre dénoncent leurs camarades d'armes et condamnent les actes perpétrés contre les enfants et les civils innocents. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression. Nous parlerons dans cette édition de la revue des Grandes Unes du plan de reconstruction des régions sinistrées comme le nord-ouest, le sud-ouest ou encore l'extrême nord et mutation qui nous dit que le plan Tasson est retoqué. C'est le titre de mutation de ce matin qui nous propose de nous intéresser à la plénière spéciale qui a été consacrée à la reconstruction, au plan de reconstruction de ces zones sinistrées et justement le plan de reconstruction mené par Paul Tasson, ministre délégué à l'économie, a été boudé par les membres, par les parlementaires et justement l'un d'eux s'exprime dans les lignes de mutation. Il s'agit de Joshua Ozi, député du Social Democratic Front. Et puis, dans cette même lancée, le Cameroun Tribune ne nous propose pas de nous intéresser au plan de reconstruction, mais plutôt au budget 2022 et nous dit qu'une proposition de 5 752 milliards de francs CFA a été faite devant le Parlement en attendant que les ministres fassent justement le bal pour défendre leur budget et donner les orientations qu'ils feront de ces sommes, des sommes qui leur seront allouées. C'est d'abord le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est attendu aujourd'hui devant le Parlement pour étayer justement sur les orientations budgétaires consacrées à l'économie, aux finances, à la gestion économique, culturelle et même sociale qui sera donnée à ce budget estimatif de 5 752,4 milliards de francs CFA. Nous parlerons avec le quotidien Le Jour du calvaire des ménagères. Le calvaire des ménagères alors qu'à la veille des fêtes de fin d'année, certains produits sur le marché, les produits de grande consommation connaissent une augmentation significative. Eh bien, le journal vous conduit au cœur des ménages qui peinent à ravitailler leur foyer et justement à la possible inflation qui pourrait avoir lieu dès janvier 2019 selon les estimations du groupement interpatronal du Cameroun. Justement, Économie du Cameroun nous parle de ces échanges entre le patronat et le Cameroun Business Forum, et Économie du Cameroun nous dit que c'est l'heure du bilan pour le Cameroun Business Forum. C'est ce que nous dit Économie du Cameroun ce matin, alors que le bilan, 10 ans après la mise sur pied de cette institution, est mitigé entre appréciation et critique. Le porte-parole du JICAM tense et revendique la refonte pure et simple de cet organe, pendant que de l'autre côté, le coordonnateur de cette structure brandit les chiffres exceptionnel qu'il a produit durant cette décennie. Nous en parlerons dans cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames et messieurs, voilà les titres qui constitueront l'ossature de cette
dernière livraison de la revue des Grandes Unes. Et pour comprendre les enjeux, les contours, les pourtours de ces différents titres qui font l'actualité de la presse, du côté de la presse écrite, je reçois sur ce plateau 2 journalistes, analystes qui vont décortiquer pour vous les unes qui constitueront l'armature de cette livraison des Grandes Unes. Tout d'abord, à ma gauche, lui est journaliste. Il est avec nous sur ce plateau. Georges Sémé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, Cédric. Bonjour à vous. Bonjour à mon copanéliste du vendredi. Je salue très humblement ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent chaque fois dans le cadre de cette émission. Et justement, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette revue des Grandes Unes. En face de vous, un autre journaliste, lui, opérant au quotidien La Nouvelle Expression. Il est avec nous aujourd'hui, Hervé Villard-Ndjelé. Bonjour et bienvenue également. Bonjour Cédric, c'est un plaisir d'être là à nouveau ce vendredi. Et je profite de l'occasion pour adresser mes bonjours sincères à Georges Sémé. Ce vendredi, il comprend le message. Et ensuite, à tous ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, c'est désormais devenu un rendez-vous. Et j'espère que nous ferons les efforts qui sont les nôtres pour pouvoir les respecter et d'être à la hauteur de leurs attentes. Justement, messieurs, nous n'allons pas perdre plus de temps et entrer dans le vif du sujet avec La Nouvelle Expression et qui parle de l'hypocrisie des indignations, notamment en référence à ces nombreux Camerounais, chefs traditionnels, organisations de la société civile qui se sont levés pour dénoncer les atrocités qui ont eu cours il y a quelques jours du côté d'Ekondotiti, localité dans le sud-ouest du Cameroun où 4 personnes ont perdu la vie, 3 élèves et 1 enseignant dans des attaques à main armée menées par des individus encore non identifiés. Malheureusement, après cette vague d'indignation, c'est le calme plat, le silence de mort, s'il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, Georges Sémé, déjà, est-ce que ces titres du journal La Nouvelle Expression ne montrent pas que finalement les Camerounais sont déjà habitués à la vision du sang et à la vision de l'horreur? Alors, le titre de La Nouvelle Expression vaut son pesant d'or. Il faut y aller en profondeur pour effectivement tirer les enseignements d'un tel titre parce qu'il est assez fort, mais il est également très parlant parce que on nous dit qu'il s'agit de l'hypocrisie des indignations en rapport avec les événements des Konotiti et qui ont donné lieu à des images extrêmement bouleversantes où on a vu, ça fait de la peine de le rappeler, où on a vu une enseignante et 3 élèves lâchement tués par des bandes armées, dont les images étaient bouleversantes, ce qui a causé bien évidemment une indignation collective parce qu'on ne peut pas rester insensible face à de telles images et à une telle horreur. Maintenant, ce que veut faire comprendre La Nouvelle Expression, c'est la qualité et la nature des indignations et les conséquences même de cette indignation. Alors, sur la qualité et la nature, je crois que certains imaginent qu'il y a une indignation sur le mutisme, par rapport au mutisme après un tel événement. Et c'est ce que ressort La Nouvelle Expression aujourd'hui. Parce que lorsqu'on lit le chapeau, voilà, lorsqu'on lit le chapeau, on nous dit à La Nouvelle Expression qu'il y a une indignation, mais après, il y a un mutisme. Donc, la qualité et de la nature des indignations est à interroger. C'est la raison pour laquelle nos confrères parlent d'hypocrisie sur la suite des événements. Mais également, il y a les conséquences d'une telle indignation. Est-ce qu'on va continuer à s'indigner et puis après on ne fait plus rien? Donc, le mutisme donne cours maintenant à une prise de conscience, là aussi collective, sur les solutions à apporter à une telle crise dont nous avons déjà parlé ici maintes fois et on nous ressort dans La Nouvelle Expression aujourd'hui cette position du Père Jésus de Ludovic Lado qui dit qu'il va prendre ses responsabilités comme beaucoup d'autres acteurs de la vie civile politique du Cameroun qui pensent que après de telles images, après une telle horreur, il faut s'asseoir un temps soit peu afin de tirer les leçons de cette catastrophe qui nous arrive aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une hypocrisie dans les indignations sur le mutisme, mais on devrait également interroger la qualité des indignations. Et ça me permet de dire ici que il y a un débat qui a cours actuellement dans les réseaux sociaux pour dire qu'il y a certaines personnes qui estiment que lorsqu'on tue un militaire, il y a des marches et on s'indigne. Mais lorsque on tue un séparatiste ou alors des élèves, comme c'est le cas maintenant, il n'y a pas de marche. Rien du tout. Voilà, donc ça rentre également dans le contexte de l'hypocrisie des indignations. J'ai lu ce débat dans les réseaux sociaux et c'est fort intéressant et je ne pense pas que La Nouvelle Expression ait voulu parler de cela. La Nouvelle Expression tend plutôt à dire qu'il y a l'indignation, mais après,
il n'y a plus rien. Donc, oui, justement, ça appelle certainement à des actions entre autres, à mener après qu'on s'est indigné d'une telle boucherie. Oui, justement, entre autres, par rapport à ces indignations-là, beaucoup de chefs traditionnels des régions en crise sont montés au créneau. Mais malheureusement, les événements renseignent que la plupart d'entre eux ne résident même pas dans leur village. Pour des raisons bien évidentes d'insécurité. Et laissez-moi vous dire que tout à l'heure, je parlais de cette indignation qui veut que lorsqu'on tue un enfant, par exemple, quand on tue des lycéens, on ne s'émeuve pas par des marches. Mais lorsque on tue un civil, comme c'est arrivé, il y a des marches. Ça tient de ce que, et tout le monde le sait, ça tient de ce que il y a la population de ces deux régions est clivée. Il y en a qui sont bien évidemment pour la cause séparatiste, mais il y en a qui ne le veulent pas. Mais ils ne peuvent pas lever le petit doigt pour des causes de sécurité, ou si vous voulez pour des motifs d'insécurité. Et c'est le cas, bien évidemment, pour ces chefs traditionnels qui malheureusement ne peuvent pas exercer leur pouvoir spirituel, leur pouvoir traditionnel, tout simplement parce que il y a ces problèmes d'insécurité. Et même lorsqu'ils ont toute cette bonne volonté peut-être d'y résider ou alors d'approcher les sécessionnistes, c'est toujours des menaces qui sont à leur encontre, parce que n'oublions pas que les chefs traditionnels, non seulement ils sont dépositaires de l'autorité traditionnelle, mais ils sont aujourd'hui regardés comme des auxiliaires d'administration. Ils ne sont pas le bienvenu dans un territoire qui leur est hostile. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'ils n'y résident pas. Donc, je crois que c'est un titre qui devrait nous interpeller au-delà de cette tuerie qui s'est déroulée. Ça devrait nous interpeller maintenant sur les conséquences après l'indignation. Et c'est la raison pour laquelle le père Ludovic Lado a eu cette victime à la nouvelle expression en disant qu'il va prendre ses responsabilités. On se souvient qu'il a déjà fait il y a quelques années en déclenchant une marche dont lui seul en a les secrets. On ne sait pas ce qu'il va nous réserver cette fois-ci, mais il a dit dans l'expression qu'il va prendre ses responsabilités par rapport aux événements des Konotites. Justement, Hervé Viangele, vous qui avez eu l'occasion de côtoyer le père Ludovic Lado, qui, rappelons-le, a enclenché une marche pour rallier la capitale Yaoundé. Malheureusement, sa marche a été interrompue en cours de route. On ne va pas essayer de lire dans une boule de cristal, mais on est curieux. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois-ci? Vous savez que je ne peux pas le révéler, pas parce que je connais, mais parce que je ne connais pas. Ça reste dans son agenda secret. Et vous vous souvenez effectivement que quand il avait annoncé sa marche et qu'il a commencé à marcher, on l'a empêché de poursuivre cette initiative. Donc maintenant, il pourrait ne pas annoncer et surprendre juste son beau monde. Exactement, surprendre le beau monde avec sa part d'action. Parce qu'en réalité, il faut rappeler à l'attention de nos téléspectateurs que le titre de la nouvelle expression aujourd'hui, loin de condamner les indignations, interpelle plutôt aux actions qu'il faudra mener après les indignations. Vous vous souvenez que l'attaque qu'il y a eu au GBS College de Konotiti, où on a enregistré 4 morts, 3 élèves et une enseignante de français, n'est pas le premier coup. Vous vous souvenez que le 20 octobre 2020, c'est la Mother Francisca College qui voyait 7 élèves comme ça assassinés. Et bien avant, vous vous souvenez effectivement que des bombes ont explosé à l'université de Boya. Et bien avant, on a amputé la main des enfants parce qu'ils allaient à l'école. Et après tout ça, quand on a dit, ouais, on a crié tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une forme d'interpellation à tous les Camerounais en fait. Parce que vous savez, quand vous êtes loin de la scène, de la zone de crise, vous pensez être en confort. Et si on ne fait rien, il y a possibilité que le conflit tisse ses ramifications. Exactement, la preuve. La dernière fois, il y a eu des gamins, une explosion similaire, même si par chance, il n'y a pas eu de mort. Donc, il a quand même enregistré des dommages assez importants qu'on aurait peut-être évité si tous les Camerounais se mettaient ensemble. Et même à Douala, dans la localité, à Bépanda, on a intercepté des engins explosifs improvisés. Comme pour dire que c'est une interpellation à tous les Camerounais, à tous ceux-là qui peuvent faire quelque chose pour que cette crise s'arrête. Oui, on a beau pleurer, on a beau écrire, annoncer tout ce qu'on a écrit sur des pages Facebook, Twitter, partout, nos condoléances, vraiment, Asia, et après Et après quoi, il faudrait plutôt poser des actions allant dans le sens de stopper cette crise. Parce que les morts, on en compte par milliers aujourd'hui et tous les jours. Peu importe de quel côté se trouvent les morts. Du côté des militaires, on vous dit que les gars eux-mêmes sont entrés, il y a des désertions. Même si on ne le dit pas parce que ça fait désormais peur. On vous envoie à mission de ce côté-là, c'est la mort qui est certaine.
vous ne savez pas comment, où. Vous vous souvenez que le 12 novembre, c'était près de 10 militaires, 10 éléments des forces de l'ordre du Cameroun qui ont péri comme ça sous des attaques. Vous voyez donc la mort, je ne voudrais pas dire qu'on l'a banalisé chez nous, mais c'est que ça interpelle tous les Camerounais à pouvoir faire poser chacun à son niveau. Parce que il ne revient plus tout simplement au chef de l'État de pouvoir prendre des actions. Il revient, je dis bien, à tout le monde. À chacun des Camerounais. À chacun. Vous vous souvenez effectivement qu'il y a eu un temps où des femmes avaient décidé eux-mêmes de dire on en a marre et ont organisé des mouvements. Il y a même une marche des femmes qui se sont retrouvées du côté des services du gouverneur. Et je pense que des actions comme ça multipliées pourraient amener ceux qui sont autistes par rapport à tout ce qui se passe du côté de nos zones anglophones à prendre la mesure des choses. Et peut-être forcément, vous savez qu'on est dans un pays où on force toujours la main à nos autorités. Il faudrait donc que nous, Camerounais, chacun à son niveau, en fonction de ce qu'il peut faire, que nous fassions des efforts pour forcer la main. C'est en ce sens-là qu'on pourra porter des actions qui vont amener à réduire considérablement le nombre de morts, peu importe le cas. Oui, justement, sur le théâtre de la crise anglophone, vous l'avez mentionné, Georges Sémé, on enregistre des clivages, non seulement au sein de l'opinion publique, mais également au sein des sécessionnistes eux-mêmes. Certaines factions dénoncent avec véhémence le fait que des bandes armées s'en prennent à des enfants et à des civils innocents. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à... le conflit n'est pas en train de se transformer en hydre à plusieurs têtes et à plusieurs tentacules? J'aime bien ce mot, une hydre avec plusieurs têtes. Et vous savez que lorsqu'on coupe une tête de l'hydre, c'est une autre qui réapparaît. Et ça décrit parfaitement la situation que nous observons aujourd'hui dans cette zone anglophone, mais également au sein même de la grande, je sais pas la grande famille, le grand conglomérat sécessionniste et séparatiste aujourd'hui. Et la nouvelle expression a tiré, à côté du grand titre sur l'hypocrisie des indignations, a tiré la conséquence même de cette indignation en rapport avec ce que nous devrons faire en réalité. Et au sein même des sécessionnistes, on ne se comprend pas. Vraiment d'accord. On ne se comprend pas. Donc, selon la nouvelle expression, il y a deux camps. Il y a un camp de Lucas Ayabacho, que dans nos travaux de journalistes, on connaît parfaitement comme l'un des meneurs de cette session. Il est dit en général, bien sûr, général. Et il y a une autre faction de Sako Ekome, je crois. Sako Ekome. Et la faction Lucas Ayaba dit je ne reconnais pas du tout dans le combat que mène actuellement la faction de Ekome Sako. Alors, il accuse dans cette faction d'avoir utilisé des méthodes qui ne répondent plus à l'esprit même de la sécession en tuant des cibles qui ne sont véritablement pas les cibles orthodoxes dans le cadre de ce combat et qui ne sont même pas de façon idéologique la finalité du combat qui sont en train de mener aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nos confrères de la nouvelle expression ont estimé qu'il y a effectivement une déchirure entre les sécessionnistes et moi je partage tout à fait ce point de vue parce que on sait que la guerre qui se déroule dans ces deux zones anglophones est une guerre de sécession, donc une scission entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Mais on va me dire peut-être que pour gagner cette guerre, tous les moyens sont bons. Non, je ne pense pas. La cible, c'est l'armée camerounaise et les symboles de l'autorité publique. Ce ne sont pas les enfants. Et je pense que dans le droit de la guerre, je ne sais pas s'ils en ont des notions, dans le droit de la guerre, il est interdit... Les femmes, les enfants... Effectivement, c'est strictement interdit. Donc, ça peut appeler également cette réaction à... Pourquoi pas à une action internationale sur la violation de certains droits de l'homme que l'on observe tout le temps dans le cadre de cette guerre. Oui, justement, Hervé Villard, les téléspectateurs ont bien envie de se poser une question. Aujourd'hui, on assiste à des sortes de tentacules de sécessionnistes qui se dressent un peu partout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir ce type d'agissement, peut-être en appelant les factions principales, celles qui se sont prononcées dès le premier jour à la table des négociations? Ça aurait peut-être évité que la situation ne s'envenime jusqu'à ce niveau. Oui, c'est peut-être l'une des hypothèses qu'on peut émettre aujourd'hui quand on essaie de faire une analyse froide de la situation. Vous vous souvenez que ceux qui étaient en première ligne au début de cette crise n'ont pas continué les revendications parce qu'ils ont été tous happés par le gouvernement en place, ils ont été tous emprisonnés. Et certainement que ça a donné lieu, n'est-ce pas, au nouveau bourgeon, et n'est-ce pas, à la création de nouvelles factions comme nous voyons aujourd'hui. Et
Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plusieurs groupes séparatistes, il y a plusieurs rebelles, chacun a pris une zone. Chacun a pris sa ligne éditoriale. Chacun a pris son couloir, chacun a pris son couloir, chacun est patron dans une région, dans une ville, dans un village, il en a fait son bastion, et c'est lui qui fait la loi là-bas. Et du coup, on assiste forcément à ce genre de conflit d'intérêts et même idéologique. Parce qu'il faut quand même rappeler sur ce plateau que, comme Georges l'évoquait en convoquant le droit de la guerre, que même pendant la guerre, il y a des institutions qu'on ne touche pas. On ne doit pas toucher les écoles, on ne doit pas toucher les hôpitaux, parce que c'est là où on vient, en fait, après la guerre, on va continuer la marche de la construction d'une société. Oui, c'est à travers l'école. Et on doit soigner les blessés. L'ouverture des couloirs humanitaires. Exactement. Et peu importe le camp, l'hôpital soigne tout le monde. L'hôpital soigne tout le monde. Parce qu'il faut effectivement que les hommes soient d'accord. Les blessés, on les soigne, pour les renvoyer encore en guerre pour que la guerre continue. Donc, si on s'attaque aux hôpitaux, on s'attaque aux écoles, on est en train là de biaiser une guerre qui au départ semblait être intéressante, du moins mobiliser même des revendications. Mobiliser des Camerounais pour des causes. Moi, j'ai l'impression qu'on est parti dans une guerre qui énerve des Camerounais. Parce qu'il ne faut pas comprendre que vous revendiquez une chose, vous êtes en train de poser des actions contraires à ce que vous êtes en train de revendiquer. Si on vous accorde cette sécession aujourd'hui, avec qui allez-vous habiter dans votre partie du Cameroun? Avec ces enfants que vous avez tués? Avec des personnes que vous tuez au quotidien? Mais qui exactement est la cible de ces revendications? Sommes-nous encore dans les revendications du départ? Non. Ça devient très compliqué à comprendre. Et on a l'impression qu'on est dans une hydre. Oui, parce que ça devient très compliqué. Hier, on pensait effectivement que les revendications étaient légitimes et méritaient justement même la sympathie, même leur soutien. Et qu'on pouvait, n'est-ce pas, à force de discuter, de dialoguer, d'amener le gouvernement à pouvoir certainement ouvrir un peu la brèche, à s'assouplir un peu pour que ces gens puissent avoir un peu, qu'ils respirent s'ils étaient étouffés. Mais à l'allure où vont des choses, on a l'impression qu'on n'est plus dans les mêmes logiques. Oui, justement, un dernier mot. Oui, vraiment juste un dernier mot pour sortir. Je crois que la guerre est totalement perdue. Elle est totalement perdue parce que regardez un peu ce qui se passe en Éthiopie actuellement, c'est l'actualité. Il y a des rebelles qui conquièrent des territoires. Mais on a l'impression en zone anglophone qu'on se contente de rester dans le buisson, perpétuer des actes contre nature de la guerre et on dit qu'on mène une guerre séparatiste. Or, en réalité, s'ils avaient la profonde maîtrise de leur idéologie, ils auraient ciblé les militaires qui leur empêchent effectivement de s'implanter sur leur territoire, leur repousser et de conforter le territoire. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on a l'impression aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un banditisme armé, et une industrie de la guerre qui ne dit pas son nom. Je pense qu'à ce niveau, Hervé Villa a parfaitement raison. Oui, justement. Est-ce que la crise anglophone est en train de se transformer en autre chose d'innommable dont on n'a pas encore trouvé l'appellation exacte? La question est posée aujourd'hui. Et monsieur, on parle déjà de plan de reconstruction. Je vois, vous souriez, on parle de plan de reconstruction et le journal Mutation nous dit que le plan Tasson a été retoqué, c'est-à-dire quoi, a été boudé par les parlementaires. L'un s'exprime, Joshua Ozi Nabangui, secrétaire général du Social Democratic Front, c'est ce que nous dit Mutation ce matin, que ce plan a été bâclé. Oui, mais Hervé Villard, c'est finalement de la rebelote sur ce plateau parce que nous l'avons dit, je crois, il y a une semaine ou une semaine avant, qu'on ne peut pas engager une reconstruction quand la guerre n'est pas terminée. C'est bien de le prévoir, c'est bien de l'envisager, mais au niveau de l'application, de l'applicabilité, ce n'est pas possible. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'est de sécuriser ces zones. C'est de chasser ces bandits qui sèment la terreur. C'est de rassurer les personnes qui y vivent. C'est de repeupler les zones qui ont été désertées à cause de cette crise. C'est de sécuriser nos frontières et dans les institutions qui y sont. Voilà les urgences au moment où nous parlons. Donc le plan Tasson n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas maintenant qu'il devrait être appliqué. Il ne devrait même pas être au goût du jour. Parce que vous vous souvenez, on a toujours décrit sur ce plateau que depuis que la crise a commencé, ça n'a jamais été l'objet d'une quelconque session parlementaire. Comment aujourd'hui on peut commencer à parler de construction quand on n'a jamais parlé de la crise au sein de l'Assemblée nationale? Vous voyez donc, soit c'est une incongruité, soit on refuse de manière express de le faire. Oui, mais il y a eu le grand dialogue aussi. Oui, mais justement, mais c'est au sein de l'Assemblée, c'est le Parlement.
C'est là où on définit les droits, c'est là où on juge tout. On parle des affaires de la nation. C'est là où ça se discute, chambre haute comme chambre basse. Vous voyez qu'après eux, là, c'est le chef d'État qui vient couronner tout. Oui. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, tout est hiérarchisé. Il faudrait justement que les petits plats soient mis dans les grands pour que les choses se fassent de la plus belle des manières. Et c'est pas Jean qui me demande sur ce plateau parce qu'en réalité, on ne reconstruit pas quand il n'y a pas la sérénité. Sinon, poser un papier, boum, Engin explosif improvisé et tout part en fumée. Juste pour illustrer, même la construction des routes au niveau des bâtiments, vous vous souvenez qu'on a brûlé des engins et si on fait une évaluation. On parle de l'axe Babadjou. Exactement. Si on vous évalue les engins qui ont été brûlés, c'est un coût des milliards quand même. Oui, justement, on va aller directement vers un autre sujet. Viviane Djelé, Georges Sémé, cette guerre a déjà coûté en termes de pertes plus de 450 milliards au Cameroun et bien sûr l'économie en est fragilisée. C'est ce que nous dit le journal Économie du Cameroun qui parle du face-à-face entre le Cameroun Business Forum et le GICAM qui donne un certain nombre de revendications et qui peint le spectre d'une crise généralisée économique dès janvier 2022 et qui parmi lesquelles ces revendications, la refonte pure et simple du Cameroun Business Forum. En face, le coordonnateur réagit. Alors, Georges Sémé. Oui, la une de nos confrères d'économie du Cameroun présente Monsieur Tounamama qui est un acteur principal du Cameroun Business Forum, oui, et le porte-parole du GICAM, le docteur Nyem. Alors, je pense que c'est une qui m'interpelle personnellement parce que j'ai régulièrement couvert les événements du Cameroun Business Forum qui malheureusement depuis quelques mois n'arrivent plus à se tenir du fait de la Covid-19 officiellement. Mais nous savons qu'il y a quelques dissensions entre l'État du Cameroun, le secteur privé et les bailleurs de fonds, normalement sur certaines recommandations qui n'arrivent pas, certains cahiers de charges qui n'arrivent pas aujourd'hui à être remplis par le Cameroun. À chaque fois qu'il y a le Cameroun Business Forum, il y a des résolutions et il y a des recommandations qui sont formulées, qui portent sur le foncier, la justice, la compétitivité, etc. Et c'est la raison même pour laquelle on a instauré ce Cameroun Business Forum, pour rendre l'environnement commercial et économique du Cameroun attractif. En impliquant les bailleurs de fonds, le secteur privé et l'État lui-même qui est un acteur central là-dedans. Donc, on se rend compte que lorsque les recommandations sont formulées, malheureusement, elles ne sont pas implémentées de la façon la plus efficace, avec la célérité qu'on souhaiterait. Et malheureusement, il y a certains bailleurs de fonds qui se sont retirés du Cameroun Business Forum. Et on est en train aujourd'hui de s'interroger sur la nouvelle forme qu'elle peut prendre, cette décision peut prendre. C'est la raison pour laquelle, le secteur privé en général, pas seulement le GICAM, le secteur privé en général demande que cette plateforme soit refondée, reformulée, afin de tenir compte de nouvelles exigences, afin de le réadapter à des nouvelles exigences. Donc je crois que nos compagnies d'économie du Cameroun ont bien fait de revenir sur ce sujet. Oui, justement, le GICAM qui peint peut-être avec... malgré l'abattement de 80% qui a été décidé par le gouvernement, dit que c'est des mesures cosmétiques et que dans les prochains mois, peut-être, la crise va sonner aux portes du Cameroun. Oui, en réalité, il faut quand même rappeler que sur le plan de la loi sur le plan législatif, le Cameroun a des très très belles lois. Vous savez pourquoi on les applique pas? Parce qu'effectivement, les fonctionnaires ne veulent pas que les choses se fassent. Et du coup, sur le plan de l'investissement, on constate effectivement que le Cameroun ne devient plus cette terre d'accueil que l'on présente parce que les opportunités ne sont pas réalisables. C'est plus vraiment une terre d'attractivité. C'est une terre d'attractivité. Pourtant, on a des ressources, pourtant, on a les moyens pour pouvoir le faire. Mais quelques fonctionnaires ne veulent pas que les mesures prises durant les différents business forums et les propositions soient faites, soient réalisées pour alléger, pour rendre davantage attractif, pour faciliter l'environnement des affaires chez nous. Et justement, espérons que durant les prochains mois, il y aura des pourparlers et des améliorations pour justement rendre plus attractif le secteur économique camerounais. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite déjà bon retour à vos différentes rédactions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette livraison de la revue des Grandes Unes. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Entre-temps, faites un tour du côté des kiosques. Tout de suite après, 10-12 le Zénith, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. Bon week-end.